fait pas. Salut Marie. Salut Marie, Merci bienvenue. d'être là avec nous. Alors, déjà, petite note de programmation. On fait ici le dernier épisode avant une petite pause. Golk va faire un petit hiatus avant de revenir pour une saison 2. On voulait finir la première saison en beauté. Puis on en parlait avec David. Et David me disait, mais il faut qu'on invite... J'aimerais inviter une artiste, une entrepreneur, une aventurière, quelqu'un qui se bat pour sauver le monde. Et je lui ai dit, ouais, écoute, tout ça, c'est un peu ambitieux. Mais je connais une personne qui fait tout ça à la fois. Et voici ce qui t'amène. Marie chez Grismar, en personne. Ça fait beaucoup. Bah, c'est pas tout à fait faux, non? C'est pas tout à fait faux, non. Alors, Marie, dis-nous, qu'est-ce que tu fais? Alors, mon association, j'ai cofondé une association qui restaure les récifs coralliens. Donc ça, c'est ce que je fais. Moi, je construis des structures pour que les coraux puissent grandir dessus. Et je les installe. Et voilà. Mais comment c'est parti ce projet? C'est un projet qui avait une genèse assez intéressante, non? Alors, c'est parti de plein de pôles différents et on s'est toutes retrouvées au milieu. J'ai dit toutes parce que je parle déjà de mes cofondatrices. Ça a parti d'un amour pour la plongée de ma part. Depuis que je suis petite, je plonge. Et d'un intérêt pour ce qui se passe sous l'eau, des écosystèmes, donc de ce qui vit, la faune, la flore, leur interaction. Et c'est aussi parti parce que d'une profonde émotion à vouloir transmettre ce que je vois sous l'eau de par ma profession qui est à la base artiste. Enfin, j'ai étudié beaux-arts. Et de vouloir transmettre ça et de mettre pour les yeux de tout le monde les beautés et ou problèmes qu'il y aurait peut-être sous l'eau qui pourraient être intéressants pour notre société d'avoir un regard dessus. Et puis j'ai commencé à m'intéresser pour ça. Et après, c'est parti sur 7 ans de recherche, principalement pour les coraux, pour créer des structures, pour promettre un meilleur avenir pour ces fragiles petits animaux qui sont des coraux. Est-ce que peut-être tu peux rappeler, vu que tu t'y connais, l'importance des coraux? Déjà, c'est quoi cette forme de vie? C'est un animal, c'est une plante, c'est une algue, c'est quoi? Alors, c'est un animal. Donc, il faut s'imaginer, là, je vous invite à vous imaginer si vous savez déjà ce que c'est qu'un récif corallien. Tant mieux si vous n'en avez jamais vu. Pas de mes yeux, non. Eh ben, imaginez-vous que sous l'eau, il y a plein de formes, dans des eaux un peu chaudes, on va dire. Il y a plein de formes avec des formes qui piquent, qui sont plates, qui sont rondes. Il y a des couleurs différentes et ça crépite. Et ça veut dire que c'est un récif sain. Et donc, si on s'imagine que c'est un récif sain, il y a du corail qui propose un habitat pour plein d'animaux. Et le corail, c'est un animal aussi on a l'impression que ce sont des pierres, et on peut aussi penser que c'est des algues parce que on ne sait pas ce que c'est en fait. Et c'est hyper intéressant pour nous parce que c'est un animal qui dépend d'une algue pour se nourrir et grandir. Et c'est ce qui donne, cette algue, l'importance au corail et à sa vie, parce que ça lui donne aussi une couleur, une protection contre plein de choses. Et ça donne une protéine, en fait, de par la photosynthèse, dans le tissu du corail. Et ça lui crée la possibilité au corail de bâtir son squelette. Donc ça va transformer, en fait, cette énergie en calcium, en carbone de calcium, je ne sais plus parler en français, en calcium carbonate. Carbonate de calcium. Carbonate de calcium, voilà, exactement. Donc, comme les os, quoi. Et ça permet de grandir le squelette et de donner encore plus de formes, encore plus de possibilités d'habitation fantastiques. Donc, ça va dans toutes les formes. Il faut s'imaginer tout ce qu'on peut créer dans notre tête en termes de format, ça existe sous l'eau. Et c'est la base de la vie marine. Ça couvre pas beaucoup d'espace en termes de la planète, c'est seulement 1% des océans, donc c'est très peu, mais ça couvre la vie de 25, donc un quart de vie marine. D'accord. Un tiers de la vie marine dépend des coraux. Waouh, ok.
Donc du plus grand mammifère au tout plus petit gligli dans les sédimentations, Des petits gliglis les marins. petits gliglis Ouais. marins qu'on voit pas, dépendent des coraux en fait. Donc ça va être un endroit où les espèces peuvent se reproduire, Mhm. peuvent se cacher, et puis ça va être le début de la chaîne alimentaire en fait, pour énormément d'écosystèmes. Mhm. Et ça va Ok. protéger aussi, en fait, les récifs coralliens aussi. Pourquoi ils sont si importants? C'est qu'ils sont une barrière naturelle en fait contre l'érosion, et pour protéger aussi d'autres écosystèmes qui sont entre les récifs et la côte, D'accord. comme les mangroves, les herbiers. Et ça va protéger en fait la côte et plein d'autres écosystèmes qui permettent eux aussi d'être un berceau pour la vie, etc. Puis du coup, on entend souvent que les récifs coralliens sont menacés, et vous travaillez à les reconstruire, c'est forcément parce qu'ils sont menacés. Qu'est-ce qui les menace? Alors, il y a énormément de facteurs de menaces. Il y a des facteurs globaux et des facteurs locaux. Donc, on va dire que un des problèmes majeurs, c'est le changement climatique qui fait que l'océan absorbe en fait beaucoup plus de CO2 et de chaleur. Et du coup, la température des eaux augmente. Et le fait qu'il y a 1 ou 2 ou des fois 3 ou 4 degrés de plus à une certaine région pendant une certaine période, parce que c'est normal qu'il y ait des changements de température dans l'eau, mais pas aussi fortes, ça stresse en fait les animaux, en fait, le corail. Et ça, c'est on va dire, un des stress les plus majeurs. Aussi le fait que les océans sont plus acides, du fait qu'il y ait plus de CO2 aussi à capturer. Après, il y a aussi, par exemple, la surpêche. La surpêche, c'est un gros problème dans beaucoup de régions. Il y a les techniques, en fait, pour la pêche vont des fois détruire complètement les coraux. Donc, que ce soit par explosifs ou que ce soit par les grands chalutiers qui mettent leurs filets de pêche qui sont dévastateurs, les très, très, très grands filets de pêche. Ça, c'est très problématique. Donc la pêche par explosif, c'est un vrai truc. Moi, je croyais que c'était juste dans Crocodile Dundee. Moi, je me souviens de ce Ouais, film où ouais. il lance un bâton de dynamite depuis sa petite barque et les poissons remontent à la surface. Ouais. Ça existe vraiment, Ça existe Ok. encore, malheureusement. Mais c'est au niveau industriel ou c'est Non, plus des petits... c'est plus par région. Ok. Mais il y a des gouvernements, par exemple, qui interdisent ça. Il y a des rangers qui protègent justement certaines zones maritimes. Mais ça existe encore. Et puis le problème, c'est que ça met des milliers d'années à se rebâtir, en fait. Donc, mais je dirais que ça, par exemple, pour ça, nous, c'est là où on peut être le plus actif, parce que du coup, c'est pas que les coraux sont en train de dépérir à cause d'autres facteurs, c'est simplement ça. Après, il y a aussi, par exemple, les catastrophes naturelles. Tout ce qui est ouragan, ça a une force extrême, et donc ça peut casser aussi tout plein de récifs. Et puis, ce qui va engendrer encore plus de problèmes, parce que les côtes vont être vulnérables pour l'érosion, etc. Et puis après, il y a les parasites, il y a par exemple les transports de croisières qui vont transporter certaines maladies d'un endroit à un autre. Et ça, c'est très, 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 très problématique, surtout aux Caraïbes, par exemple, où c'est une maladie qui va atteindre 2-3 espèces de coraux, et en fait, ils ne sont pas habitués à ça, et tac, il y a toute une espèce qui meurt. Ah ouais. Et puis, il y a aussi les constructions côtières qui vont créer énormément de sédimentation, et les coraux suffoquent. Donc voilà, il y a plein de menaces super chouettes. Ouais, c'est déprimant. Là. C'est assez déprimant, ouais. Ouais. Parce que, en fait, je peux aussi peut-être expliquer comment un corail réagit en fait, aux menaces. C'est qu'avant, j'expliquais qu'il y a le corail qui vit avec cette petite algue à l'intérieur de son tissu. Et le corail qui est très sensible va appréhender le stress comme faisant partie de lui. Et va partir du principe que l'algue qui est dans son corps est problématique, est comme un parasite, un virus. Donc son système de défense, ça va être d'expulser cette petite algue hors de son tissu, par ses petites bouches, des polypes, ça s'appelle. Et donc du coup, il n'a plus de couleur déjà. Donc ça, c'est ce qui visuellement, on reconnaît un événement de blanchiment de coraux. Donc ce qui va laisser visuellement place à la transparence du tissu. Donc on va voir le squelette. C'est pour ça que c'est blanc. Ok.
Et c'est très beau, visuellement c'est très beau, mais c'est très triste. C'est l'annoncement de quelque chose qui va pas bien, vraiment de triste. Si le corail ne réalise pas que ce stress peut être calmé, le corail va se laisser mourir de faim. Parce qu'en fait, il va plus avoir de force pour pouvoir se nourrir automatiquement seul. Et il n'y aura plus l'effet de la protéine qui est faite par photosynthèse par les petites algues qui vivent en lui. Donc après, il va perdre son tissu et il va avoir son squelette laissé à nu. Et c'est là où en fait, le squelette d'un corail va pouvoir résister un certain temps. Mais après, il y a des parasites, il y a des algues qui viennent et puis tout se casse. Donc il n'y a plus de structure. Et ça, c'est ça le problème en fait. Si le stress passe et les coraux sont résistants à ce type de problème, il a la possibilité de réintégrer des algues à nouveau dans son corps et de continuer sa vie en fait. Donc, suivant comment, il y a des coraux qui sont plus aptes à se défendre, notamment par exemple en mer Rouge, tout ce qui est en termes de chaleur, d'eau, les coraux ils sont plus résistants que d'autres coraux dans le monde où on remarque qu'aux mêmes températures, ils ne survivent pas. Et du coup, tu parlais de structure. La mission de Reef, c'est d'offrir de créer des récifs artificiels pour permettre aux corail de se développer dans ces environnements-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la technique utilisée pour créer ces récifs artificiels ? Comment vous y prenez Ce qui est intéressant dans ce domaine-là, en fait, de la restauration de récifs coralliens par des structures, c'est de regarder qu'est-ce qui a déjà été fait et qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. En fait, c'est ce qui m'a permis, par exemple, de comprendre que le matériau est absolument primordial parce que c'est ce qui va servir de substrat pour tout un nouveau type de vie. En termes de forme, c'est là où c'est super génial de travailler en équipe. C'est que moi, j'avais déjà fait des recherches par rapport aux formes, aux matériaux, où j'avais compris qu'il fallait une certaine diversité pour répondre aux besoins d'un écosystème. Parce que si on regarde visuellement, déjà, c'est assez prenant. Il y a déjà plein de structures, de géométries différentes. Et si tu fais seulement un cube, c'est un peu... c'est pas permettre beaucoup de chance à des écosystèmes de venir s'y installer. Après, ce qui est hyper intéressant, c'est de se dire, OK, on a peut-être un matériau qui fonctionne. Donc, pour nous, par exemple, c'est de la terre cuite. Donc, en termes d'artiste, c'est très chouette parce que je travaille avec la terre et les océans. Voilà, c'est genre les deux éléments de la planète. Et le feu pour les cuire. Et l'air pour respirer sous l'eau. Extraordinaire. Les 4 éléments sont réunis. Les 4 éléments, voilà. Donc, du coup, j'avais travaillé avec la terre déjà avant de fonder Reefs. Et puis, on s'est rendu compte avec les scientifiques, il y a plein de papers qui ont été faits, voilà, que c'est un très, très bon substrat de par la porosité que le matériau offre. Et aussi, il y a eu une étude qui avait été faite, c'est que la couleur pourrait avoir un effet important aussi pour recruter les larves des coraux. Donc elles ont des yeux, ces petites larves. Elles n'ont pas des yeux, mais elles sentent. Ah. Et en termes de forme, en fait, ce qui a été intéressant, c'est que je travaille avec des scientifiques qui ont fait des recherches aussi précédemment sur quel type de forme et de géométrie avait une influence avec les courants, qui étaient aussi un facteur hyper important pour la déposition de ces petites larves, en fait. Et que si tu mets de nouveau un cube, est-ce que ce cube va suffisamment permettre l'interaction avec le courant pour, par exemple, ralentir ou alors proposer des petites... avant on parlait de skate hors antenne. Ouais. Mais de se dire, est-ce qu'on fait des petites kicks et des trucs comme ça, un peu pour permettre aux larves d'avoir un petit vortex avant de venir. Créer des petits tourbillons. Et des tourbillons, des petits... Voilà, des petits moments où tu peux faire un demi-tour et revenir. Tu fais un design de spa pour larves de coraux aussi. Je fais des whirlpool. Ça me fait penser à Lavet, en fait. Exactement. Ce genre de circuit. Mais il faut s'imaginer que c'est un peu comme ça, en fait. À terme, enfin, à une petite échelle, on ne voit pas, mais c'est vraiment ça, en fait. Et la forme, c'est hyper important, en fait. Parce que du coup, ça va expliquer si notre système il va fonctionner ou pas. C'est comment on peut interagir avec le courant, créer une structure qui va être optimale pour non seulement que ce soit un super substrat pour les coraux, puis aussi plein de maisons pour plein d'autres
pour plein d'autres habitations comme des petits crabes ou des poissons, ce genre de choses. Et donc, pour résumer, vous faites des structures sous-marines en terre cuite qui vont permettre aux coraux et d'autres vies de se développer là-dedans. Oui, après, peut-être important de dire, c'est comment elles sont faites ces structures. Comment sont-elles faites? Elles sont faites en impression 3D. C'est ce qui permet d'avoir une régularité sur les modules qu'on construit. Donc, c'est comme des Lego. Il faut s'imaginer que c'est des briques qu'on peut imbriquer les unes sur les autres pour créer des formes diverses et variées. Et ces blocs, en fait, ils ont des surfaces exprès intégrées. Donc, il y a comme des espèces de mouvements, comme des petites vagues dessus. Et tu peux les mettre comme ça, tac, 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 les uns sur les autres pour construire différentes hauteurs, pour construire différentes formes. Et l'impression 3D nous permet aussi d'avoir une macrostructure. Parce que c'est des couches, en fait, c'est une machine qui dépose le matériau comme des vermicelles, couche par couche. Et en fait, ces couches vont déjà permettre d'avoir une certaine rugosité en termes de surface qui est hyper importante pour les coraux. Et ça, c'est grâce à mes collègues que j'ai su ça, parce que je ne savais pas, en fait. Et avant, je faisais des sculptures en terre cuite lisse. Et ça ne marchait pas autant que si on met de la rugosité dessus. Mais du coup, la structure, le récif artificiel, est-ce qu'il est amené à terme à disparaître sous le corail? Alors, le but, c'est qu'on ne voit plus du tout la structure au fil des années. Ce qui est important, c'est qu'on propose ça pour la nature. Donc, la nature doit reprendre le dessus et intégrer en fait, la structure comme si c'était la base de son squelette. Déjà, au bout de une fois qu'on a posé ces structures, il faut imaginer qu'il y a un biofilm qui va se déposer assez rapidement, ce qui va permettre aux larves de venir s'installer plus naturellement, parce que ça sent comme un bon substrat. Après, il y a des algues qui vont se déposer, et les coraux, ils sont assez lents en termes ils grandissent de croissance, c'est assez lent. Donc, on va d'abord voir plutôt des algues. Et puis, comme les poissons vont manger les algues, ça va créer une balance pour qu'il y ait aussi de la place pour les coraux. Puis les coraux vont prendre de l'espace et de l'espace et de l'espace et de l'espace au fil des ans. Mais il faut attendre en tout cas 2 ans pour qu'on voit quelque chose d'assez significatif. Merci. Oui. Mais toi, t'es artiste à la base. Oui. Et là, on voit, tu nous parles de toutes sortes de contraintes. La rugosité, le type de matériaux à utiliser, etc. Est-ce que c'est pas un peu limitant pour toi? Est-ce que tu arrives quand même à t'exprimer en tant qu'artiste? Alors, moi, ça, c'est mon ego en tant qu'artiste, il est loin depuis très longtemps. Donc, j'ai pas besoin de mettre ma patte en disant ça, c'est Marie Grismar qui a fait une forme pour un récif. Tu dessines pas les récifs artificiels? En fait, maintenant, c'est la science qui définit la forme. C'est pas moi qui vais dire « Ah, ça, je trouve ça joli, je vais faire ça comme ça ». Avant, c'était le cas. Maintenant, ça l'est plus parce qu'en fait, c'est pas forcément la meilleure des manières. Donc, si, par exemple, je suis amenée... On a plusieurs... Par contre, ce qui est intéressant, c'est que suivant les localités où nous allons travailler, il peut y avoir une forme où c'est hyper optimisé pour attraper les larves des coraux avec le courant, etc. Mais il y a peut-être aussi quelqu'un qui va nous dire « Ouais, nous, on aimerait faire un test pour des plongeurs, pour que ce soit un peu plus touristique. On aimerait faire une arche, par exemple, ou j'en sais rien, quelque chose comme ça. » Ça, on peut quand même imaginer que ça peut être possible avec notre système. Donc, c'est pas loin, cette idée de créer avec des briques, parce que c'est comme des Lego, en soi, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Donc, j'y vois là une ressource d'inspiration énorme, parce qu'en fait, l'inspiration, maintenant, que je dois juste servir, en fait, à créer quelque chose de meilleur pour la nature. Bon, pour moi, ça, c'est un honneur, en fait, un peu. Je me dis, ouais, trop bien, en tant qu'artiste. Je suis mandatée par la nature. Ouais. Oh là là. Ouais, j'avais une deuxième question, mais je pense que tu y as répondu, tu viens d'y répondre. Je me demandais si c'était frustrant le fait que finalement, on ne voyait pas tes créations parce qu'elles sont sous l'eau, mais du coup... Ouais, non, mais ça c'est je dirais, c'est mon grand dada. C'est que même en tant qu'artiste, je continue encore à faire des fois des expositions, etc. J'aime particulièrement mettre des choses sous l'eau. J'aime bien titiller les gens à se dire, si vous voulez voir ce que je fais, il faut aller dans l'eau, en fait. c'est pas du tout fédérateur, mais j'aime bien cette tension, en fait, de se dire... mais donc, il faut au moins un paddy pour pouvoir apprécier ton art. Non, tu peux des fois faire depuis le snorkeling. D'accord, ok. Il y a des gens aussi qui n'aiment même pas l'eau, des fois ils mettent juste leur tête comme ça.
Non, j'aime bien en fait d'inviter les gens dans l'espace qui est l'eau parce que souvent on a l'impression que c'est seulement une surface. Mhm. Donc on s'imagine pas tout ce qu'il y a dessous. Ou alors il y a aussi ce côté un peu on a peur aussi par voilà, c'est cette peur collective en fait de la non-connaissance des abysses, etc. Mm. Et moi je trouve que c'est justement, il faut pas en avoir peur, c'est tellement incroyable ce qui se passe, c'est plutôt merveilleux en fait. Et j'aime bien, avec n'importe quel type de travail que je fais, inviter les gens à se poser des questions sur ce que c'est que l'espace de l'eau et comment on peut l'appréhender en tant qu'humain. Pour revenir à un sujet peut-être plus pragmatique, c'est qui vos clients du coup de Reefs? Comment ça fonctionne économiquement en Ouais, fait? économiquement, c'est compliqué parce qu'on est une association à but environnemental. Et Donc, puis les larves de coraux ont très peu de moyens. eh ben, Ils ça doivent pas couler leurs beaucoup de ressources. sous, hein, ces larves. C'est dommage. Non, alors en fait, il y a plusieurs secteurs qui peuvent bénéficier des coraux. Ben, déjà, il y a tout ce qui est touristique. Ça, c'est important comme secteur. Nous, on aimerait travailler avec les gouvernements. Mais pour travailler avec les gouvernements, il faut avoir 5 à 10 ans de preuves et d'expérience pour qu'ils nous fassent confiance. Donc ça, on le sait et on a la patience. On est déjà en train d'entamer, mais c'est compliqué. Et puis, en fait, c'est des compagnies, tout simplement. Donc là, nous, ce qu'on vise, c'est plutôt des compagnies qui ont envie de faire quelque chose pour l'environnement, qui ont une campagne sustainability, etc. Et puis de leur dire, est-ce que vous voulez pas plutôt travailler pour quelque chose de réel et de tangible, qui est de regagner une biodiversité qui est perdue. Et nous, on a une solution pour ça, en fait. C'est assez facile. Voilà, il y a ce problème-là, nous, on a la solution. Enfin, ça va pas par 4 chemins, quoi. Mhm. Donc, ça, c'est notre but, c'est trouver des clients qui ont cette envie de s'engager avec nous sur 2-3 ans, déjà. Parce que pour nous, c'est important aussi que ce soit une espèce de relation qui se fait pas seulement comme ça, ah bah vous avez un récif, mais plutôt on fait un récif, on propose aussi un plan local avec des monitoring, comme ça, surveillance scientifique Mhm. avec la communauté locale, etc. Enfin, il y a vraiment un engagement. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est que ces coraux qui sont reconstruits servent non seulement pour la nature, mais aussi pour les communautés locales. Donc moi, je fais pas ça forcément... J'y vais pas en vision pour faire ça pour des compagnies. Mhm. Mais les compagnies sont importantes parce qu'ils ont les moyens, en fait. Et puis, ils peuvent faire un changement qui n'est pas forcément faisable localement. Ouais, puis ça peut faire de votre projet quelque chose de pérenne et du coup avec Eh oui. plus d'impact. Exactement. Et du coup, vous avez des projets où? Alors, notre premier projet est en Colombie. C'est sur une île qui s'appelle San Andrés. Ça, c'est notre projet pilote. Avant ça, on avait fait des tests de matériaux et de formes, etc. en Maldives, mais là, on n'a pas de grande structure. On est censé, je dis censé parce qu'il y a toujours des aléas assez intéressants quand on travaille avec des gouvernements et dans l'environnement. On est censé créer des récifs en Colombie à nouveau, à Carthagène, pardon, et puis en Philippines cette année. On croise les doigts? On croise les doigts, on Et touche les du bois, orteils. on croise les jambes, on croise tout. On prie toutes les entités qui existent. Non, parce qu'on on a des gens qui nous font confiance et qui sont prêts à travailler avec nous. Mais maintenant, il y a aussi des problèmes avec les autorités où il faut convaincre, il faut travailler avec des organisations. Enfin, ça, c'est un travail extrême et intéressant possible, mais qui est compliqué des fois. Ah, j'imagine. Et pourquoi la Colombie ou les Philippines est-ce que ces régions font partie des endroits les plus où le corail où les coraux sont les plus menacés? Alors, presque toutes les régions où il y a des coraux, ils sont en difficulté. Hein, donc, on pourrait vraiment travailler n'importe où. On a commencé en Colombie parce qu'en fait, on s'est lié d'amitié avec quelqu'un qu'on a rencontré quand on faisait nos tests, qui s'appelle Fanor Montoya. Et il est colombien et il avait créé une association qui restaure les coraux avec une autre méthode en Colombie. Et en fait, il est devenu notre ami et il a dit mais en fait on va créer ça ensemble, notre premier pilote, faites-le en Colombie parce que ça va être super génial. Donc on est parti comme ça en fait, de par passion et par Ouais. et puis il nous a ouvert toutes les portes en fait, parce que lui il avait les connaissances avec les organisations sur place, il avait déjà en lui un permis, donc il pouvait nous aider à ce que voilà on ait une autorisation.
Il est en accord avec l'armée navale donc, pour nous aider aussi. Donc ça, c'est toutes des entités qui sont hyper importantes pour la construction de récifs. Et puis on a commencé comme ça. Puis donc de là est parti qu'on a commencé à avoir d'autres personnes intéressées en Caraïbes. Mais ça prend en tout cas 9 mois pour avoir seulement une possibilité de dire oui qu'on va faire quelque chose. Donc c'est du temps. Et puis les Philippines, on a eu par hasard en fait un contact qui nous a dit nous on connaît quelqu'un qui. Et puis de là, il y a eu plusieurs personnes qui se sont intéressées à notre projet. Et tu disais, tu t'avais dit, quand tu parlais des Maldives, tu disais que vous n'avez pas une grande structure là-bas. Ce que vous avez fait en Colombie, c'est quelle taille? C'est 15 mètres cubes. 15 mètres cubes. Donc c'est sûr, c'est large comme on a à peu près 3 mètres sur 3 mètres à peu près. C'est une forme organique, donc c'est un peu compliqué à dire. Et puis ça va jusqu'à 1,80 m de haut. Mais ça va en haut, en bas, en haut. Et c'est ce genre de taille de projet que vous allez construire, que vous prévoyez de construire? Alors ça va être minimum 20 mètres cubes. Ok. Parce que pour mesurer un impact environnemental, donc avec des méthodes scientifiques, etc., il faut minimum 20 mètres cubes selon mes collègues, pour qu'il y ait minimum quelque chose qui soit fait. Mais l'idée, c'est vraiment de construire des hectares, en fait. D'accord. Ça, c'est le but. Ouais. Et vous produisez du coup les blocs de Lego, vous les produisez en Suisse, vous les apportez là-bas? Alors c'est ce qu'on a fait pour la Colombie, exactement, parce que c'était aussi pendant la pandémie, donc j'ai tout produit dans mon atelier. Waouh. Avec mes petites mains, et la machine bien sûr. Et puis là, on est en train de regarder pour faire des productions plus localisées. Donc par exemple, je reviens du Mexique, là où j'étais regarder s'il n'y avait pas des partenaires possibles, parce qu'il faut savoir aussi que l'impression 3D, c'est que ça court pas les rues avec la terre, et donc il faut avoir des connaissances très spécifiques. Et ça, c'est ce que j'essaye d'explorer. Après, notre idée, c'est que si on a des investisseurs qui viennent, c'est qu'on puisse explorer un autre type de production, toujours avec de la terre, mais qui est plus efficace et aussi moins onéreuse en termes de temps. Parce que ça prend du temps aussi de construire avec ces machines. Tu parlais tout à l'heure de tes collègues. Vous êtes combien, shérif? Vous êtes 3, hein? On est 4. Ah, vous êtes 4. On est 4. Est-ce que vous avez en fait, on a des employés aussi. Ok. Ouais. Et vous avez du coup, au niveau de l'équipe fondatrice, on va dire vos spécialités respectives. Oui. Comment vous organisez le travail? Alors, ce qui est très chouette, c'est que ça a beaucoup évolué en fait depuis le début. Donc, il faut savoir que j'ai rencontré Ulrike Freund quand j'étais à l'EPFZ. Pour une année de recherche. Elle faisait son postdoc et en fait on s'est rencontrés et elle travaillait sur l'importance de la des géométries sur des formes avec l'interaction des courants pour la déposition de larves des coraux. Donc déjà ça, en Zurich, c'est un peu... c'était fou. Là, moi, je travaille sur les structures et toi sur ça. Donc, on s'est rencontrés comme ça. Ça a été direct un énorme match. Enfin, c'était non, mais il faut qu'on travaille ensemble, c'est pas possible. Puis, on a décidé de fonder Reefs une fois qu'on avait fini respectivement son postdoc et ma recherche. Puis, il m'a dit, mais tu sais, j'ai une amie, ça fait 15 ans qu'on se connaît, on a étudié ensemble, et elle a toujours voulu aussi faire quelque chose dans les coraux. Ça serait bien qu'on se rencontre. Et on a commencé... Enfin, quand on avait fait ces projets aux Maldives, je l'ai rencontré là-bas, en fait. On a dit, on va faire ce workshop ensemble. Et c'est là aussi où on a rencontré notre ami Fanor après. Donc, ça a été un moment hyper décisif en 2018, fin 2018. Et on a dit, OK, donc si jamais on se fait quelque chose, on va se lancer ensemble. Donc, on a fondé Ulrike, Hannah et moi. Donc, Hannah, c'est la 3e cofondatrice. Reefs. En octobre 2020. Ah non, c'était en 2019, pardon, on s'est rencontrés. On a tous oublié ces années avec le Covid. C'est n'importe quoi. Ouais. Voilà, donc on s'est rencontrés en fin 2019, pardon. Et en 2020, on a dit, OK, c'est bon, on se lance, on n'a rien à perdre. Donc on va faire ça. Et puis Anna, elle a quitté son job, carrément. Elle a dit, je me lance avec vous en 2021. Donc elle a fondé avec nous parce qu'on avait besoin d'une 3e signature. Puis elle a écouté, laissez-moi réfléchir, etc. Et en 2021, elle a fait, non mais les filles, c'est bon, je vous joins. Entre-temps, avec Ulrike, on avait lancé un crowdfunding pour lancer Reefs, pour que les gens nous aident à lever des fonds pour qu'on puisse produire les briques et puis le transport et les installer, etc. C'était une chouette aventure en tout cas. Et puis en 2021, il y a aussi Josie,
qui nous a rejoint en supplément d'apport. Puis on a eu aussi une autre qui est partie entre-temps, qui avait participé, a participé à un programme accélérateur de programme, ce qui nous a permis d'avoir un tout petit peu de financement aussi là. Oui, maintenant on est 4. Et puis on a intégré aussi une nouvelle personne à 50%, qui s'appelle Peggy. On est une toute petite équipe et on a pas mal de bénévoles. Tu as parlé du financement. Est-ce qu'il y a beaucoup d'engouement pour le projet? Quels sont quels sont les obstacles auxquels tu te cognes dans ce process-là? Alors, c'est un travail de longue haleine, parce que je dirais que les gens, ils réagissent de manière positive à l'initiative, parce qu'en fait, c'est quelque chose de... Il y a peu de choses négatives dans ce qu'on propose, franchement. Je dis pas ça... ça fait rêver, je crois qu'objectivement, ça fait rêver. Parce que voilà, il y a un vrai problème. Nous, on n'a pas la solution pour changer le changement climatique, ce qui devrait être en fait la solution principale, très honnêtement. Mais on a une solution qui est importante en fait. Et donc les gens ils sont plutôt là, ah c'est génial, enfin quelque chose de positif, etc. Et toi t'es un peu là, oui mais on a besoin de fonds, on a besoin de fonds pour continuer. Il faut montrer l'enthousiasme de manière plus concrète. Voilà, donc en fait, je dirais que la chance qu'on a, c'est qu'on a eu une visibilité assez rapide qui ont fait que les gens nous ont connu et reconnu le projet. Maintenant, les gens nous font de plus en plus confiance et on a gagné pas mal de prix au début. Et les prix, ça nous a suffi sur une certaine période pour pouvoir continuer à travailler, en fait, pour ne pas forcément avoir 2 ou 3 boulots à côté, ce qui est compliqué. Habitant en Suisse, c'est vrai que c'est pratique pour tout ce qui est institutionnel parce qu'on est en relation avec plein d'universités. On a plein de choses qui sont très pratiques, mais c'est aussi un coût de vie qui est beaucoup plus élevé que d'autres pays. Et c'est vrai que d'un moment, c'est compliqué, quoi, parce que si tu veux continuer à travailler dans ta recherche et que tu n'as pas de fonds, tu te retrouves vite comme ça. Donc, on a eu des prix, on a des sponsors qui, de temps en temps, donc aussi des philanthropes qui nous disent voilà, nous, on est prêts à payer pour votre recherche scientifique. On vous donne 2000 francs, par exemple, ici. Vous pouvez faire ça et ça vous dure tant. Donc, on survit avec ça. Là, ce qu'on essaie de faire depuis quelques mois, c'est de vraiment avoir des clients qui sont prêts à mettre le prix pour la production, l'installation et le monitoring d'un récif. Et ça demande des sommes un peu plus conséquentes. Et c'est pour ça qu'il faut gagner la confiance d'industrie. Et ça, ça prend plus de temps, en fait. D'industrie ? Comment ça, pourquoi d'industrie ? Ou des clients, ou on va dire des grandes compagnies, par exemple. Parce que je dirais que, par exemple, un récif, ça coûte environ 150 000. Donc, ça couvre absolument tout. Ça couvre aussi des salaires, les nôtres, ainsi que ceux qui sont sur place. Mais il faut pouvoir les mettre, cet argent. Et donc, c'est pas n'importe quelle petite compagnie qui peut faire ça. Non, mais ça peut pas être des particuliers aussi ? Il peut y avoir des particuliers, mais il faut juste les trouver, en fait, qui ont une, on va dire, un attachement à cette cause aussi. Parce que pour nous, c'est important que les gens s'identifient à ce qu'on fait. Donc, il faut qu'on trouve... Après, c'est pas... Il y a pas mal de gens qui aiment l'océan, hein, donc ça parle. Et comme on parle de manière aussi... on a beaucoup d'images, on a aussi tout ce qu'on fait, c'est avec émotion et passion, donc ça se transmet. Mais il faut quand même des faits. Et puis, c'est là où c'est important d'avoir de la science et des rapports pour dire, voilà, ça, c'est ce qu'on fait, c'est ce qui en résulte. Et si vous aidez, vous allez aider à faire ça. Mais est-ce qu'un récif corallien sain, ça n'a pas une immense plus-value touristique aussi, quelque part? Parce que ça fait venir des gens pour juste les regarder et s'émerveiller de leur beauté. Donc les offices du tourisme, ces institutions-là, est-ce qu'elles c'est des interlocuteurs privilégiés pour toi, pour vous? Le problème en fait on s'est rendu compte, en fait, on a fait face, c'est que la pandémie en fait a créé un énorme problème en fait en termes de tourisme, c'est que le secteur touristique a énormément souffert lié à la pandémie. Donc il y a énormément d'hôtels, restaurateurs et ce genre de choses qui en fait ont complètement été en faillite. Parce qu'il n'y avait plus de clients, tout simplement. Et puis, les gouvernements n'ont pas forcément mis en place un système... oui, y a pas, juste, des fois, il n'y a juste pas d'argent en fait, pour tout le monde, quoi. Du coup, c'est qui sont les plus importants, on va prendre des décisions. Et
ce qu'on pensait, par exemple, d'être des compagnies qui fonctionnent super bien en termes de tourisme, en fait, ils ont perdu tellement de gains qu'ils ne peuvent pas mettre d'argent pour des nouveaux projets. Ils doivent limiter les dégâts. Donc pour nous, ça a été un peu un problème parce que c'est ce qu'on visait en fait, au début de notre projet. Puis on s'est rendu compte qu'on n'avait que des réponses négatives. On était là, ok. Mais là, par contre, ça a repris un petit peu. Donc en fait, on retente dans certaines régions. Mais c'est une manière, ce qui est intéressant et difficile pour moi, en tout cas, c'est qu'il faut toujours avoir un message très différent pour différents secteurs. Et pour montrer la plus-value d'avoir un récif pour chaque client potentiel. Ouais. Donc, parce qu'il faut mettre... en fait, ça commence de là. Ça commence à avoir déjà des partenaires locaux. Donc, c'est pas des clients, hein, ça, c'est des organisations, c'est les gens avec qui on va travailler. Il faut leur montrer aussi qu'ensemble, ça va être plus intéressant de collaborer et puis qu'on n'est pas là pour les utiliser, etc. Donc, il faut déjà créer un environnement de confiance. Ça demande pas mal de temps et de boulot. Et il faut aussi se déplacer, il faut des fois parler la langue, etc. Donc ça, c'est... avec notre équipe, on ne peut pas toujours donner parce qu'on ne parle pas toutes les langues. Puis après, c'est donc, créer une confiance sur place. Après, c'est trouver une organisation au-dessus. Donc, c'est Office du tourisme, c'est qui est en responsable des autorisations législatives marines, les mettre dans le même bateau. Leur dire que voilà, on va créer toute une organisation ensemble. Puis après, c'est qui sont les gens qui fondent ça, tout en leur montrant à tout le monde qu'on n'est pas là pour prendre leurs fonds. Parce qu'on est vu aussi en tant que compétiteur. On est un peu là, ouais, mais vous voulez venir ici, mais vous allez prendre nos fonds, quoi. Parce que nous, on est aussi une organisation. Et puis, t'es un peu là, non, on va prendre des fonds d'autres ailleurs. C'est hyper compliqué. Mais... c'est hyper intéressant, mais ça prend du temps. Et après, tu dois dire, OK, et après, tu dois aller au niveau légal et tu dois dire, voilà, on a besoin d'un permis pour construire quelque chose qui va être bien pour l'environnement. Puis ils sont un peu là. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Comment ça? Non, parce que ils sont là, non, il faut qu'on ait plus de données, ou non, vous connaissez pas, ou malgré le fait qu'un tel nous dise que vous êtes super, ben... vous n'êtes pas une priorité. Et t'es un peu là, ouais, je comprends, on n'est pas une priorité sur votre liste, mais en même temps, votre récif, il est en train de mourir, en fait, et vous allez avoir des conséquences dramatiques, donc il faudrait peut-être faire quelque chose. Ouais. Voilà. On va déjà passer l'appel pour ceux de nos auditeurs qui étaient sur le point de s'acheter une Lamborghini. Oui, s'il vous Plutôt plaît. que de faire ça... tout le monde va se dire que vous compensez quelque chose, etc. Investissez plutôt dans le Reef, c'est vachement plus inspirant. Bah, suivant la Lamborghini, ça fait 2 récifs, déjà. Exact. Bah oui, ça oui, fait 150 000, franchement. Ah, voilà. Surtout qu'on peut aussi participer avec moins d'argent, hein, très honnêtement. On peut avoir aussi... À vous crowdfunder? Oui, on peut. Vous pouvez? Oui. Par exemple, si tu as une petite compagnie, tu peux aussi dire, moi, je soutiens seulement 3 mètres cubes. Ok. Ça, c'est possible. Et c'est possible, en allant plus à l'extrême, de supporter une brique? Oui, alors oui. Ah, mais j'ai pas du tout parlé de ça. Bien sûr. En termes individuels, tu peux aller sur notre site et tu peux adopter une brique. Tu peux même donner des dons sans rien du tout. On a tout plein de petites choses comme ça. Alors, une chose qui avait pas mal marché, c'était quand on avait construit le récif. On avait dit, si tu adoptes une brique, ta brique, elle sera dans le récif. Et puis, ça fonctionne toujours. Et ça nous permet aussi de produire une brique et puis d'ajouter. Donc, si par exemple, on a un client, un jour, il dit on a le permis, par exemple, pour construire. Puis ça, c'est pour un client. Comme on a déjà fait le permis, on peut construire avec le reste des briques qui ont été adoptées. Okay. Donc, on essaie d'allier tout ça. Donc, dès qu'il y a l'idée du crowdfunding aussi, avec si quelqu'un achète 3 mètres cubes, si on a plein de 3 mètres cubes, on peut même faire... 100 mètres cubes, quoi. Donc, ça, c'est pas négligeable. Évidemment, tous les liens seront dans la description. Et puis, allez et adoptez des briques. Et ce sera super. Mais moi, j'avais une question, en fait. J'ai beaucoup parlé avec des artistes qui sont intéressés par créer des nouvelles choses, qui ont des nouvelles idées, qui les développent, mais qui sont pas nécessairement intéressés quand vient l'heure de commercialiser, d'industrialiser leur création. Ça semble pas être ton cas. Tu sembles être tout à fait à l'aise dans cette partie. Ça m'a pris 2 ans et demi d'être à l'aise avec ça. Ça a pris 2 ans et demi? Oui. Qu'est-ce qui a changé en toi? Je dirais même plus, parce qu'en fait, ça va faire 8 ans que je travaille sur le développement de récifs artificiels.
Donc ça m'a pris 8 ans pour accepter que ce soit quelque chose qui peut faire partie d'un business model. Mhm. Déjà, l'idée d'un business model, ça m'était tellement étranger. J'étais là, je ne sais pas. En fait, oui, je pense que c'est compliqué. En tant qu'artiste ou en tant que... Si on a une âme un petit peu, je sais pas, NGO, enfin ONG, etc., c'est vrai que c'est compliqué de vouloir commercialiser quelque chose qui paraît absolument nécessaire hein, et pour le bien de tout le monde. Mhm. Maintenant, on vit dans un monde capitaliste, donc en fait, il faut juste pas fermer les yeux là-dessus et comprendre que voilà, il faut pouvoir évoluer le projet dans ce cadre, en fait. Donc, quand je dis, moi, personnellement, ça m'a pris 2 ans et demi, c'est que j'étais persuadée qu'on pouvait y arriver différemment. On a beaucoup essayé. Juste avec des bons sentiments, quoi. Des bons sentiments, en pensant vraiment à un philanthrope, etc. Mais si on veut faire ça à plus grande échelle, c'est important d'utiliser tous les outils qui sont à notre disposition. Et ça, les outils, on a plein. Du coup, tu as dû apprendre à devenir une bonne vendeuse, quoi. On doit tout apprendre à proposer le projet, en fait. Bon, l'avantage, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin de le vendre. Vu que c'est tellement authentique chez nous, on n'a pas besoin de créer une histoire derrière. On vient toutes de la passion. On est toutes ou des plongeuses, ou alors on a une passion pour l'océan. Donc, ça ne nous paraît pas compliqué de parler de ça. Donc, je dirais que là, on a un avantage, en fait. C'est que c'est naturel chez nous, quand on parle de ça, on n'a pas besoin de mentir. Aussi, on est très transparente sur plein de choses, donc on n'a pas besoin de créer des trucs pour créer le buzz. Pas besoin de bullshiter, quoi. Non. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pas mal foiré sur certains trucs qu'on pensait vraiment cool. Quoi donc, par exemple? Je sais pas, on s'était dit... Enfin, c'est pas que ça n'a pas marché, mais on s'était dit, on va faire par exemple des NFT. Parce que ça allie art et science et technologie et que ça peut être un bon moyen d'investir et puis que les gens aussi, si ça prend de la valeur, les gens puissent aussi en bénéficier. Ouais. Donc on s'est dit c'était génial comme idée. Ça a un peu été, je pense, le mauvais moment de sortir ça. Il y a eu le crash et tout ça. Ouais. Donc, on a fait pas mal de choses comme ça, où voilà, de dire, on aimerait faire... Bon, ça, c'est toujours une idée qu'on a, mais par exemple, que ce soit une unité au lieu de faire des crédits d'offset, etc., de faire des crédits de biodiversité. Mais le marché n'est pas encore prêt. Donc, en fait, nous, on était en mode, ouais, alors vous allez acheter des crédits de biodiversité. Puis les gens étaient là, mais ça n'existe pas encore. Comment tu quantifies la biodiversité? Alors, ça, on peut. Ok. Ça, on peut. Il y a c'est pour ça que la science est fantastique. Après, c'est encore quelque chose de nouveau, la quantification de biodiversité, surtout pour ce qui est sous l'eau. Ce qui est génial, c'est qu'il y a ça s'appelle eDNA, c'est ce avec quoi on travaille aussi. C'est du ADN environnemental. Donc ça te permet d'avoir... tu prends une petite pompe sous l'eau, tu prends des échantillons, et les échantillons, tu les compares, et tu regardes quel type d'espèce. Donc il y a une base de données énorme, en fait, sur l'identification d'espèces et le nombre d'espèces selon un périmètre. Et puis en fait c'est simple, tu fais une baseline et puis tu dis voilà, il y a tant de biodiversité là, il y en a tant là, et tu prends toujours en comparaison un vrai récif qui est en bonne santé, un endroit où il n'y a que du sable mais il y a de la sédimentation, un endroit où il y a un récif en moyenne santé, puis tu dis maintenant si je mets notre structure ici, quel va être le gain de biodiversité. Et c'est pas très compliqué, c'est des chiffres, quoi. Donc, tu peux clairement montrer, voilà. Et puis, s'il y a un problème, si c'est global ou si c'est seulement sur notre récif, est-ce que c'est seulement sur... Voilà, donc ça, c'est... Il y a une transparence totale, tu peux pas mentir là-dessus. C'est rafraîchissant, avec l'univers Silicon Valley du fake it till you make it, mais etc. C'est insupportable. Ça redonne confiance en l'humanité. Est-ce que tu as des conseils pour les artistes, les entrepreneurs, les gens qui se lancent dans leurs projets? Oui, plein. Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on te dise quand tu démarrais? En fait, j'ai eu la chance d'avoir cette volonté toute seule, mais je pense que... Enfin, c'est ce que maintenant j'essaie de transmettre aussi à des gens qui sont plus jeunes ou qui veulent faire la même chose que nous. Ne pas se cantonner déjà à son champ d'expertise. Je pense que ce qui est hyper important, c'est de pouvoir collaborer et de sortir de sa zone de confort pour en fait apprendre de différentes personnes.
Pour moi, ça, c'est primordial parce que je pense que le plus interdisciplinaire on peut être dans une équipe, le mieux ce sera. Parce que c'est différentes manières de penser, c'est différentes méthodologies, c'est différents contextes et tu approches un problème de différentes perspectives. Donc déjà, ça te permet de ne pas être buté sur quelque chose. Si tu aussi as un problème, tu peux plus facilement sortir de ce problème parce que tu as un réseau en fait, de connaissances par différentes personnes. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Je dirais que c'est numéro 1, c'est de faire des collaborations. Surtout pour les artistes, je dirais que moi, j'étais toute seule pendant longtemps pour faire ce projet et c'était très difficile. Et si tu as une personne à côté de toi qui a la même passion, ça t'élève et ça te donne un boost d'énergie et tu as moins l'impression d'être tout seul dans ton combat, en fait. Après, il faut assez rapidement trouver un système pour pouvoir être suffisant en termes d'argent. Donc pour ça, il y a plusieurs manières. C'est soit tu vas dans un filon philanthropique et faut bien présenter le projet. Et puis il ne faut pas avoir peur de lancer, 100 dossiers et pour peut-être en avoir 2, quoi. Il ne faut pas avoir peur de rater. Ça c'est essentiel. Et puis après, il y a 1000 petits conseils. Ça va du truc humain à dire à la personne, tu connais pas quelqu'un qui va trouver du moment pour toi, pour te ressourcer. Enfin, ça va à 1000 étapes, ça dépend. Si vous avez une question particulière, je peux volontiers répondre, mais... Je sais pas, moi je me demandais parce que c'est quand même un projet qui a une genèse très intéressante et qui est arrivé maintenant à quelque chose, qui est inspirant, mais tout en étant potentiellement pérenne financièrement, etc. J'imagine qu'il y a eu plein d'apprentissages. Mais oui, il faut rater tout le temps. Si tu rates pas, tu apprends pas. C'est génial. C'est le fuck around, find out. Ouais, je me suis dit ça. Et puis sortir de sa zone de confort, pour moi, c'est tellement important, en fait, parce que quand t'apprends, quand tu vas à l'université, ou même pas forcément, mais t'es cantonné dans une seule chose. Puis t'auras des gens qui vont te proposer seulement une seule manière de voir le monde. Mais c'est pas ça, en fait, la vie. C'est... tu dois te confronter à d'autres réalités, parce que sinon, tu vas pas avancer. Et puis plus tu te mets un petit peu en danger, pas forcément physique, mais en danger de dire si je vais là, peut-être que ça va rater, tu as plus de potentielle chance que ton projet, ça marche. Ouais. En début d'épisode, on parlait du côté déprimant, des fois, de la situation environnementale. Toi, dans ton expérience, comment tu le vis ? Est-ce que c'est pas parfois un peu une sorte de course contre la fatalité ? Ouais, alors... comment vous gardez le feu ? C'est une très bonne question, parce que c'est vrai que quand tu dézoomes un petit peu, puis tu regardes, puis tu dis, ouais, la planète, elle va mal, quoi. Et puis les gens qui sont en pouvoir pour pouvoir dire que la planète aille mieux, c'est pas forcément toujours positif. Et puis, très concrètement, je pense pas qu'il y aura un changement climatique positif si on continue comme ça, et ça va certainement continuer comme ça pendant encore un long moment, parce que l'humanité prend du temps pour tout. Enfin... On voit la pandémie, il a fallu la pandémie pour qu'il y ait des choses qui enfin se bougent, alors qu'il y a des gens qui ont prédit ce genre d'action et qui ont prédit plein de trucs 10 ans à l'avance, et les gens ils sont là, ah non, pas besoin. Il faut des trucs hyper graves, des guerres, il faut des problèmes catastrophiques de santé pour que les gens agissent. Une menace existentielle. Il faut une menace existentielle. Et même si le changement climatique fait que, ou plein d'autres choses fait qu'il y a une perte de biodiversité et que c'est ça en fait le plus important, c'est que moins il y a de biodiversité, moins les gens vont aller mieux, il n'y aura pas vraiment de changement. Par contre, ce qui me rend de l'espoir, c'est mon espoir, c'est quand je suis sous l'eau par exemple, et puis je vois qu'il y a un regain de vie à un endroit où il n'y avait plus de vie, mais c'est fantastique. Tu te rends compte qu'il y a un potentiel énorme de résistance, que oui, les coraux, c'est très lent comme animal, ils prennent des milliers d'années pour pouvoir évoluer, c'est hyper compliqué. Mais si tu leur permets d'avoir un tout petit peu plus de résistance, il y a une chance qu'ils le soient. Et ça, pour moi, c'est suffisant pour continuer le combat. Donc, savoir qu'il y a un espoir de résistance, ça vaut 1000 fois le coup de réessayer encore 1000 fois, 1001 fois.
C'est des belles paroles sur lesquelles finir. Ouais. Est-ce que tu as donc on mettra le lien dans la description. Est-ce que vous avez d'autres actualités? Est-ce qu'il y a d'autres choses que nos auditeurs devraient savoir sur Reefs? Je vous conseille, si vous voulez suivre, si vous voulez nous rencontrer aussi, parce qu'on fait pas mal d'événements, de suivre. On a une newsletter on peut s'inscrire. On a des réseaux sociaux, donc LinkedIn, Instagram et Facebook, où on est assez actifs dessus. Vous pouvez savoir un peu ce qu'on fait, où on se trouve, etc. Et puis, on a un site internet où on a pas mal d'informations sur ce qu'on fait. Donc, vous avez une partie sur les news, mais aussi une partie de notre travail actuel et où est-ce que vous pouvez nous aider. Et n'hésitez surtout pas à nous contacter, en fait, simplement. Si vous avez envie de travailler avec nous ou vous avez envie de nous aider à construire des récifs, il faut simplement nous écrire. Super. Merci Top. infiniment, Merci Marie. à beaucoup. vous.